Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais je reviens. Voilà, je reviens pour une vidéo mercato. Évidemment, on va en faire beaucoup plus là pour sur les prochains jours. Là, ce soir, on va faire un gros point par rapport aux toutes dernières rumeurs qui sont tombées. Alors, pour certaines, je vais aller très très vite parce qu'elles remontent un petit peu et pour d'autres, elles sont toutes fraîches. Donc, on va essayer de développer un petit peu ça. Voilà, entre deux exploits de Léon Marchand, qui est une espèce de bête absolument féroce en train de tout gagner. Donc, j'enregistre ça, il est 21h05. Voilà, j'essaierai de vous envoyer ça pour 22h. Au plus tard, voilà. On va essayer de faire ça comme il faut. Alors, on va démarrer tout de suite par, je pense, la nouvelle alors déjà vous avez en photo Ismaël Koné qui a démarré l'entraînement avec l'OM qui est arrivé en début de semaine. Donc voilà, ça fait plaisir. Je pense qu'on le verra pour le prochain match qui est à Sunderland. Mais la vraie bonne nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, c'est quoi? Évidemment, notre ami Jordan. Voilà, Jordan Mavi qui s'en va. Voilà, bon, il quitte l'Olympique de Marseille. On sait même pas où il va. Non, si, on sait. On sait où il va. Il va du côté de Brest. Bon, voilà. Je vais pas vous faire la même vanne que par rapport à Jonathan Klaus. C'est sans doute le plus gros échec en termes de timing pour la prolongation de contrat dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Bon, voilà, la supercherie est enfin terminée. Donc, merci Jordan, enfin, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, bon vent, voilà, du côté de Brest. En plus, t'en auras, donc c'est très bien. Un deuxième qui devrait partir incessamment sous peu, c'est notre ami Ismail Assar, Fabrizio Romano, qui nous a dit qu'il a signé son contrat avec Crystal Palace. Bon, ça a pris un peu de temps parce que bon, il avait besoin d'un visa pour pouvoir aller du côté de nos amis anglais. Donc ça s'est fait, tranquillement. Et donc voilà, on est sur un deal. Alors on est entre 14 et 15 millions d'euros. Selon les sources, le chiffre est différent. Mais en tout cas, voilà, une opération qui se fait. Crystal Palace, c'est un club qui le voulait depuis un certain temps. Donc pas étonnant de le voir partir du côté de Crystal Palace. On va enchaîner très rapidement avec Jordan Veretout. Oui, alors Jordan Veretout, lui par contre, il n'est pas encore parti. Et ça commence à être un peu embêtant pour l'Olympique de Marseille. J'ai indiqué le 26 juillet qu'il devrait rejoindre le Qatar, que l'offre de Al Douai, le club où a joué notamment Mehdi Benassia, il y avait encore l'offre qui était sur la table. On m'a indiqué, ça date quand? Du 27 juillet, donc ça remonte un petit peu maintenant à 3-4 jours, que un autre club du Qatar dont j'avais pas le nom à ce moment-là, mais apparemment ça serait Al Arabi, si je dis pas de bêtises. Alors je ne le mets pas sur le tweet, mais voilà, ça doit être ce club-là qui est aussi intéressé par le joueur. Et aux dernières nouvelles, de ce que je peux vous dire, c'est que normalement, voilà, ça devrait se faire. Lui, de son côté, c'est vrai qu'il y va vraiment à contre-cœur. C'est pas du tout dans son envie première. Lui, il voulait rester. Il cherchait potentiellement un bon projet européen et surtout en Italie parce que, notamment, sa famille se sentait très très bien du côté de Rome. Mais tout semble aller vers le Qatar. Pourquoi le Qatar aussi? Parce que, notamment, alors sans rentrer dans les détails, mais on va dire sa famille avait apprécié, parce qu'il avait fait la Coupe du Monde au Qatar, Jordan Veretout, avec l'équipe de France. Et sa famille l'avait rejoint là-bas et avait bien aimé Dubaï. Donc voilà, c'est largement, en tout cas, aussi une possibilité. C'est pour ça qu'il se dirige plutôt du côté du Qatar et non pas du côté de l'Arabie Saoudite. Après avoir, parce qu'on sait que les portes du côté de l'Arabie Saoudite sont un peu plus ouvertes, notamment avec le réseau de Mehdi Benassia. Mais en tout cas, voilà, au moment où je vous parle, normalement, ça devrait être plutôt du côté du Qatar que Jordan Veretout devrait aller. Et on me dit voilà, que ça devrait se débloquer dans les prochains jours. Donc, affaire à suivre. Un autre pour qui aussi ça commence à traîner, c'est notre ami Samuel Gigot. Lille, alors on l'avait déjà dit, Lille a pris son profil. Ça aussi, c'est l'équipe qui nous en parlait il y a 3-4 jours.
Pareil, là aussi, les dernières infos que j'ai eues aujourd'hui, ça devrait aboutir. Alors après, est-ce que ce sera du côté de Lille, du côté d'un autre club français, ou alors carrément un départ à l'étranger, à voir. Mais en tout cas, il n'y a plus trop de doutes sur le fait qu'il devrait partir. Donc moi en tout cas c'est les retours que j'ai. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après ne faut pas s'attendre non plus à des sommes astronomiques pour lui, hein. Je rappelle qu'il y avait un accord avec un club turc pour un transfert aux alentours de 5 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, si on arrive à en tirer entre 3 et 5, ça sera déjà très bien. Un autre joueur aussi qui devrait partir de l'Olympique de Marseille, c'est Ulysse Garcia. Alors, c'est mes amis de Foot Mercato qui en parlent en disant que c'est Augsbourg qui est intéressé par Ulysse Garcia. Des infos que j'ai aussi, c'est qu'il y a des clubs suisses aussi qui s'intéressent en fait à lui. Alors, il a effectivement aussi la cote en Allemagne parce que. Enfin, la cote. C'est un bien grand mot, hein, mais disons qu'il a des pistes en Allemagne, puisqu'effectivement, entre la Suisse et l'Allemagne, c'est assez proche, évidemment. Il y a aussi une possibilité en Turquie. Voilà, bon, à voir. Mais en tout cas, c'est un dossier aussi qui devrait aboutir. Le montant du transfert, voilà, là on parle de 4 millions d'euros. Je pense que même à moins, ça partira des infos que je peux avoir. Donc voilà, là aussi, un joueur qui n'a laissé, enfin qui est resté quoi, 6 mois, même pas, hein, voilà, même pas eu le temps de s'imposer, de faire quoi que ce soit. Bon, on a très rapidement vu que c'était limité. Roberto De Zerbi aussi, voilà, très clairement, il a vite compris que c'était pas la peine. Du côté de Luis Enrique, on rappelle, l'OM a fait une proposition de prolongation de contrat de 3 ans. Roberto De Zerbi est sensible à son profil et désire en faire à minima un joueur de rotation. S'il décline la proposition, il sera mis sur le marché des transferts. Voilà, donc ça c'est la Provence qui nous sortait ça. Ça date de quand? Ça date du 29 juillet, donc ça date d'il y a 2 jours. Effectivement, c'est vrai que du côté de l'Olympique de Marseille, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que, ok, on a laissé Luis Enrique la possibilité de continuer l'hiver dernier pour des raisons familiales, mais là, il lui reste un autre contrat. Donc soit tu prolonges, soit tu es vendu, en sachant que voilà, c'est vrai que Roberto De Zerbi semble apprécier le profil du joueur. Alors on aura tous un avis assez particulier, enfin pas particulier, mais du genre assez différent par rapport à ça. Moi c'est vrai que ça m'étonne un petit peu. Moi je pense que on peut potentiellement le prolonger, mais à mon avis s'il y a besoin d'avoir une place d'extra communautaire supplémentaire, il peut être très facilement sacrifié, soit via un prêt, soit via un transfert. Mais en tout cas voilà. Euh, j'ai demandé est-ce que potentiellement il y aurait une deadline par rapport à cette prolongation de contrat. On m'a pas forcément répondu, mais il semblerait quand même que ça soit ça soit assez proche. Je rappelle notamment que les jeunes, hein, que ce soit Sternal, Bacola et compagnie, là, doivent donner une réponse d'ici demain. Hein. Enfin, d'ici demain. En tout cas, doivent donner une réponse assez rapidement par rapport à une prolongation de contrat ou pas. Donc voilà, en tout cas la situation par rapport à Luis Enrique, on va voir s'il prolonge ou pas, et s'il ne prolonge pas. Des clubs brésiliens sont déjà intéressés, voilà, ont déjà mis un intérêt pour lui, donc il y aurait potentiellement déjà une porte de sortie pour Luis Enrique, ça c'est ce que je peux aussi vous dire. L'autre gros dossier, évidemment, c'est celui, voilà, hop, de Paul Lopez. Alors Paul Lopez, dossier à rebondissement, voilà, donc là c'est le site Daily Mercato qui nous retrace un petit peu ce qui s'est passé. Bon, en gros, ce qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il avait un accord du côté de Com avec un prêt avec option d'achat aux alentours de 9 millions. Alors, il y a des chiffres qui parlent de 5 millions d'euros, notamment la Provence aujourd'hui parle de 5 millions d'euros. Moi, les chiffres que j'ai, c'est vrai que je suis plus aux alentours des 9. Mais bon, voilà. Après, ça peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, voilà, au dernier moment, alors déjà, c'est vrai que l'OM a voulu garder le gardien, ce qui n'était pas forcément une excellente idée. Il y a aussi le fait que du côté de Paul Lopez, on a fait des demandes auprès des dirigeants pour lui verser une indemnité afin de combler la perte de salaire qu'il allait avoir du côté de Com. Ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais du côté de l'Olympique de Marseille, tellement on veut s'en débarrasser, on était prêt à le faire. Voilà, bon après il y avait d'autres éléments que je n'ai pas, mais en tout cas d'autres éléments qui font que
Effectivement, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, c'est vrai que, alors autant le garçon était très apprécié du côté de l'Olympique de Marseille, autant ça s'est un peu refroidi, hein, voilà, pour vous dire clairement les choses. Moi, on me dit clairement qu'il est encore sur la liste des transferts et il ne sera pas olympien, ou s'il est olympien, il ne jouera pas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que la piste du gardien, il y a des gardiens qui sortent, on va en parler. Et là, c'est pour ça que par exemple Robin Blanco est toujours là aussi parce que il faut quand même un gardien. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu prêter Simon, mais Simon n'a pas de prêt pour le moment établi du côté de Martigues. C'est pas d'actualité parce que Martigues lui proposait qu'un rôle de remplaçant. Donc, situation bloquée. En tout cas, pour Paul Lopez, du côté des pistes potentielles, il n'y en a pas énormément, ça je peux vous dire. Ça se bouscule pas. Potentiellement, peut-être, allez, une petite piste ou deux du côté de l'Espagne ou de l'Italie. Mais encore, c'est vraiment très, très aléatoire. On a vu passer Monza, potentiellement, qui était intéressé, mais ça ne se fait pas. Alors, il y a nos amis du Genoa, hein, évidemment. Peut-être qu'ils pourront nous rendre encore un petit service. On verra. On verra comment ça peut se goupiller. Aussi, la porte de sortie du côté du pays du Golfe peut être une possibilité, mais je crois que le joueur, lui, par contre, ça ne l'intéresse que très moyennement. Voilà. On peut se diriger tranquillement vers un dossier très très compliqué, mais, malgré tout, ça ne va pas forcément empêcher l'OM, à l'instant où je vous parle, d'essayer de recruter un gardien. Voilà. Alors c'est vrai qu'on part peut-être sur des pistes un peu moins coûteuses, puisque du coup on imagine on aura encore le salaire de Paul Lopez à devoir gérer, mais en tout cas, il y a des pistes qui vont arriver. Et on va d'ailleurs commencer par parler. Donc là, je vous ai parlé de toute la partie de départ. Je vais vous parler maintenant de la partie arrivée. Alors, on va commencer en douceur avec deux jeunes qui viennent de Sochaux qui donc vont être transférés du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Alexandre Isanga et Robinho Vaz. Robinho, évidemment. Ça ne peut être qu'un attaquant, ça. Tous les jeux, c'est pas du tout. Hein, je vais vous dire la vérité. Tous les deux âgés de 17 ans, voilà. Bon, ils vont signer un contrat pro, hein, quand même. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est l'équipe qui nous apprend ça. Donc très bien. On verra sans doute avec l'équipe réserve ce que ça peut donner. Petite info aussi qu'on a eu, enfin petite info, non, grosse info qu'on a eu quand même de Fabrizio Romano par rapport au japonais Endo qui a été en fait approché par l'Olympique de Marseille avant que l'on signe Ismaël Koné et Pierre Højbjerg. On avait fait une proposition du côté à Liverpool pour donc le japonais Endo qui avait été refusée par Liverpool, de ce que nous dit Fabrizio Romano, pour différentes raisons, notamment en termes de timing. C'est vrai que Liverpool n'était pas forcément chaud pour le lâcher. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un milieu de terrain, un milieu défensif, qui a quand même joué 44 matchs la saison dernière, toute compète avec Liverpool. Alors 43, pardon, parce qu'il venait de Stuttgart, donc voilà, 43 matchs pour 3 buts et une passe D. En Europa League, titulaire 9 fois sur 10. Et puis, du côté de la Première Ligue, il était titulaire 20 fois sur 33 matchs possibles. Donc, c'est pas un titulaire indiscutable, mais il fait quand même partie des plans. Enfin, il faisait partie des plans de Jürgen Klopp. Là, le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, n'est pas forcément. Enfin, on ne sait pas exactement la position par rapport à lui. Le parcours de Wataru Endo, il est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'il a été recruté par Liverpool du côté de Stuttgart en août 2023 pour 20 millions d'euros. Voilà, donc alors ça peut être surprenant, hein, en tout cas la piste. Ça ne m'étonne pas que Liverpool ne souhaite pas le vendre, puisque c'est un joueur sur lequel il compte. Hein, donc aujourd'hui, il a quand même une valeur marchande, alors qu'il est simplement 13 millions d'euros. Voilà, un petit peu étonné quand même, un contrat jusqu'en 2027. Pour vous donner un rapide aperçu, j'aime bien toujours vous montrer ça, c'est un petit peu un petit graphique. Là, je vous montre un graphique par rapport au milieu de terrain de Première Ligue sur la saison 2023-2024. Et on voit, je rappelle, plus les barres sont remplies, mieux plus il est bon.
Alors on voit que du côté de l'attaque, on est assez moyen. On est sur vraiment un profil de milieu défensif. Il est quand même au-dessus de la moyenne par rapport aux actions menant à un tir. Après, pour tout ce qui est possession, là on voit que c'est quelqu'un qui est très propre au niveau de ses passes et qui touche beaucoup de ballons. Et défensivement, on voit que c'est très 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 solide, hein. Je vous parle de première ligue, hein. On est vraiment sur de la première ligue. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un vrai bon joueur, mais bon, voilà, pour le moment, ça ne se fait pas. Est-ce que ça pourrait se redébloquer par la suite? Pour le moment, je dois vous avouer que je ne sais pas, mais je me renseigne et on verra. Il ne faut pas oublier non plus que Valentin Rongier va revenir, hein, ça c'est sûr. Donc à voir. Autre piste qui est sortie, enfin qui est ressortie parce que c'était une ancienne piste, c'est celle menant à Simon Benza, le Congolais qui joue du côté de Braga, fameux club portugais qu'on a tous en mémoire. Voilà. Alors, c'est une rumeur qui datait déjà de la période de Conceição, comme je vous l'indique dans le tweet. Mais comme on l'avait avec Brassier, Roberto De Zerbi n'est pas forcément fermé à l'idée de recruter des joueurs qui ont été vus par l'Olympique de Marseille juste avant. Maintenant que je vous ai dit ça, alors je vous le présente assez rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas aussi. Il est donc international congolais. Il jouait donc du côté de Braga, contrat jusqu'en 2027. Il a une valeur marchande à 18 millions d'euros, hein, donc c'est quand même déjà pas mal. Surtout la saison dernière, c'est la saison où il a vraiment explosé, puisqu'en 41 matchs avec Braga, il a marqué 23 buts et mis 5 passes D. C'était un attaquant. On se rappelle de lui du côté de la Ligue 1 puisqu'il est passé du côté de Lens. D'ailleurs, il a eu un passage assez anecdotique, hein. Donc voilà, bon, c'est le taulier de l'attaque du côté de Braga. Si je vous montre notamment aussi, évidemment, le petit rapport avec ça, c'est sur la saison au Portugal, première division de Portugal, par rapport, de comparaison par rapport à tous les attaquants donc de première division de portugaise. On voit que du côté des stats d'attaque, il est très 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 bon. Il a survolé les débats. En termes de possession, c'est quelqu'un qui réussit notamment beaucoup de dribbles et qui fait pas mal de passes progressives, donc des passes qui font la différence. Défensivement, c'est quelqu'un qui peut faire des dégâts aussi, et notamment un bon pourcentage au niveau du duel aérien. Donc c'est quelqu'un de finalement assez complet. Alors même si c'est vrai que les retours sur Internet, notamment sur Twitter, n'ont pas été extraordinaires par rapport à lui. C'est un bon joueur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi, renseignement pris, c'est une piste qui est vraiment, j'appelle ça moi des pistes réchauffées. C'est-à-dire que pour Benza, vraiment, il n'y a pas trop d'intérêt aujourd'hui. C'est vrai que ça l'était par rapport à Conceição, parce que Conceição le voulait du côté de Porto, donc ça l'a intéressé. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'Olympique de Marseille s'était renseigné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me dit que beaucoup moins. À voir après si c'est une piste qui peut ressortir, mais très honnêtement, je ne pense pas. C'est un joueur en plus qui est bien dans un 4-4-2. Donc voilà. Bon, je ne pense pas que ça soit la piste prioritaire du côté du numéro 9. De toute façon, on va le voir après. On la connaît, la piste prioritaire. Et elle est en train d'avancer. Autre piste au niveau de l'attaque, c'est le petit Moukoko. Voilà. Youssoufa Moukoko, l'allemand donc du Borussia Dortmund. C'est le journaliste Alvaro Borrego qui nous dit que l'OM, le Real Betis et des clubs de Première Ligue ont fait une offre au Borussia Dortmund pour donc Youssoufa Moukoko. Le joueur a informé son club qu'il souhaitait partir cet été. Alors, c'est une piste que je peux vous confirmer parce qu'effectivement, il y a bien intérêt. Par contre, le fait qu'il y ait une offre, ça, non. Aujourd'hui, je ne peux pas forcément vous confirmer ça. Un intérêt, oui. Que ça soit une piste pas forcément hyper chère. Enfin, hyper chère. On s'entend, hein. Il a une cote à 22 millions d'euros. Hein, donc, ça reste un certain investissement, un petit peu à la hauteur d'un Ketcha. Mais du côté de Dortmund, on serait prêt à le vendre un petit peu pour un peu moins cher. C'est un joueur, surtout on le voit sur la saison 2023-2024, qui n'a joué que 758 minutes, c'est très très peu.
27 matchs, alors 6 buts, hein, c'est bien, c'est intéressant, hein, c'est un rôle de super sub, mais on le voit, c'est très très peu. Il a que 4 titularisations en Bundesliga, en Ligue des Champions, aucune. Il a joué, j'imagine, les matchs de coupe, voilà, il a joué des matchs de coupe d'Allemagne. Bon, c'était le remplaçant du remplaçant, hein. Il passait derrière Haller et Füllkrug, donc bon, c'est un jeune joueur, hein, qui a eu une grosse hype, on va dire, lorsqu'il était notamment en équipe de jeunes, hein, parce que vous voyez les stats, notamment en équipe de jeunes ici, c'est assez affolant, hein. Il a marqué 47 buts en 25 matchs avec les U19 du Borussia Dortmund, donc c'est quand même c'est une espèce de serial buteur absolument monstrueux. Pareil du côté des U17. Bon voilà, après c'était un joueur qui s'était vraiment fait remarquer avec l'équipe de jeunes du Borussia Dortmund. Mais même avec Dortmund, alors il n'a pas encore fait ce match, mais il est déjà à 18 buts et 8 passes D. Donc c'est un garçon qui a marqué pas mal de buts, et notamment la saison d'avant. Mais c'est vrai que là, bon, là il ne rentrait plus dans les plans. C'est un joueur qui est disponible, donc à voir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas forcément la piste prioritaire. C'est pas la piste prioritaire. Mais voilà, je vous montre aussi. Alors, c'est moins révélateur parce que, évidemment, hein, le fait qu'il y ait de peu de minutes gonfle un peu les stats, hein, étant donné qu'il y a moins de déchets dans son jeu, hein, quand on joue moins de minutes. Donc voilà, c'est pas forcément représentatif, mais bon voilà, ça montre quand même qu'au niveau de l'attaque, il est en capacité de faire des choses. Il rate peu de passes, mais bon, après voilà, encore une fois, il a joué que 625 minutes en Bundesliga, donc c'est ouais, c'est l'équivalent aussi d'un peu plus de un peu plus de 6 matchs. C'est quasiment 6 matchs complets, hein, donc c'est quasiment rien. Donc voilà, pour la piste Moukoko, on verra si ça avance. Une autre piste qui a été, j'essaie d'aller un peu plus vite, hein, qui a été annoncée, c'est celle menant à Armand, pardon, Lorienté, l'ancien Lorienté, l'ancien Lorienté, évidemment, qui joue du côté de Sassuolo. C'est directement le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, pardon, qui annonce l'intérêt de l'Olympique de Marseille et du Fenerbahçe pour l'orienter, et que Sassuolo fixe son prix aux alentours entre 15 et 20 millions d'euros. Du côté d'un journaliste proche de Sassuolo, c'est le journaliste Antonio Parotto, qui nous dit que concrètement, De Zerbi a joué avec Boga comme ailier gauche, qui est l'orienté avec un attaque similaire de Boga, mais que pour moi, il n'y a aucun intérêt de l'OM pour Armand Lorienté. Par contre, du côté de Valentin Feuillette, qui est un excellent journaliste, je tiens à dire, alors qui travaille pour Foot Mercato, mais qui est un excellent journaliste, et notamment très très bien renseigné sur la Serie A, qui nous confirme par contre que pour lui, il y a bien eu contact avec Armand Lorienté. Alors c'est une simple prise de renseignement et un profil qui a été coché, il n'y a pas de négociation en cours, et c'est vrai que Lorienté, lui, il se sentirait plus de partir du côté de l'Angleterre ou de rester en Italie. Effectivement, moi je peux vous dire que de ce côté-là, c'est un joueur qui fait partie des rumeurs depuis un bon mois facile. Il y a notamment l'excellent compte, le Petit OM, qui en a parlé il n'y a pas très très longtemps de cette piste-là. Voilà. Mais c'est vrai que je rejoins Valentin dans son analyse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur de la prise de renseignements. Je ne suis pas persuadé que ça soit vraiment la piste numéro 1 pour le poste d'ailier gauche. Il y a beaucoup de concurrence. À voir. À voir vraiment comment ça peut se passer. Mais en tout cas, comme je l'ai indiqué sur Twitter, il est bien dans une liste. Voilà, il est bien dans la liste des joueurs que l'on suit. Et puis, du coup, je vais très rapidement quand même vous montrer sa fiche Transfermarkt. Donc, il est coté à 10 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027. Sassuolo qui est en série B, hein, c'est pour ça que du coup, c'est une piste qui peut être intéressante. Et du côté de ses stats, 40 matchs pour 5 buts et 6 passes D. En championnat, il a été sur 37 matchs possibles, 35 fois titulaire. Donc, c'est un titulaire indiscutable du côté de Sassuolo. Donc voilà, 5 buts, 6 passes D. C'est un excellent tireur de coup franc aussi, hein, plutôt intéressant. Et je vais vous montrer aussi le petit comparatif du coup avec
avec les ailiers de Serie A. Alors, on voit qu'au niveau, par exemple, des dribbles réussis, c'est très intéressant. Il est dans le top 9% de tous les ailiers de Serie A. En termes de dribbles réussis, c'est vraiment intéressant. Il fait la différence balle au pied. Même au niveau de ses possessions et des passes progressives, c'est très intéressant. Après, c'est vrai qu'offensivement, bon, alors c'est un ailier, mais c'est vrai que, voilà, offensivement, c'est un ailier. Il est dans la moyenne, on va dire, voire un peu en dessous sur certaines choses, mais il est dans la moyenne. Action menant un tir, voilà, il est à 54, donc c'est intéressant. Les passes décisives, il est vraiment pile dans la moyenne. Défensivement, il peut faire du taf, mais bon, c'est pas sa spécialité première. Voilà, c'est à voir, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de vous montrer ces petits comparatifs sur la saison dernière par rapport à tous les ailiers qui ont joué en Serie A. On va enchaîner avec la piste numéro 1, quand même du côté de l'attaque. Il faut en parler, je l'avais indiqué, le 9, ça reste la priorité, ça reste Nketiah, ça bosse, mais c'est compliqué. L'OM ne veut pas se tromper sur le numéro 9, je vous l'ai indiqué ça le 29 juillet. Et qu'est-ce qui est tombé du coup pour Nketiah C'est du coup David Orstein qui est très très bien renseigné sur la première ligue. Je peux vous conseiller vraiment d'aller voir ce compte. L'OM a effectué une nouvelle offre à Arsenal pour Eddie Nketiah, donc une offre d'environ 20 millions d'euros, similaire à la précédente, effectivement, je vous en parlais déjà, les 20 millions d'euros, mais qui se rapproche de la formule souhaitée par le club londonien, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle plus de prêt avec option d'achat, mais d'offres fermes. Voilà, d'offres fermes pour lui. Les discussions vont se poursuivre et un accord est déjà trouvé entre Nketiah et l'OM sur les bases de contrat de 5 ans. Ce que je peux vous rajouter, moi, par rapport à ce dossier, et je vous mets aussi la petite vidéo de Sky Sport News qui nous en parle, c'est que l'offre aujourd'hui, de ce qu'on m'a donné comme chiffre, l'offre, elle est de 22 millions d'euros pour Eddie Nketiah, et surtout, l'Olympique de Marseille propose un échelonnement court, c'est-à-dire un paiement en 2 ou 3 fois maximum, ce qui intéresse Arsenal. C'est pour ça qu'Arsenal est prêt à accepter une offre inférieure aux 30 millions d'euros qui était réclamée. Le fait que l'OM accepte un transfert définitif et non pas un prêt avec option d'achat accélère là ces dernières heures ce dossier. Donc il y a de l'optimisme, on va dire, des deux côtés. Voilà. Maintenant, on verra. Mais ça avance doucement, mais ça avance. Et c'est encore une fois, je vous le dis, la piste numéro 1 pour le poste de numéro 9. C'est lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et une autre piste numéro 1, alors là, de chez numéro 1, la priorité de priorité, c'est notre ami Valentin Carboni. C'est Matteo Moretto qui nous disait que voilà, du côté de Marseille et de l'Inter, on était désormais voilà, sur un prêt donc un prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat à 36 millions d'euros et une clause de rachat à 40 millions d'euros. Alors, c'est vrai que ce dossier-là, alors je vous donne le reste des infos. Ce dossier-là, notamment, voilà, c'est German Garcia Grova, qui est un excellent journaliste aussi, qui nous indique à peu près la même chose, notamment cette clause de rachat à 40 millions d'euros. Et surtout que le joueur devrait arriver samedi pour signer son contrat. Donc c'est là, c'est ce week-end. Et Fabrizio Romano, qui nous a quand même confirmé ça aussi, hein, en nous disant que on était proche de signer et que le président Marotta de l'Inter a dit qu'effectivement ça devrait se faire, mais que l'Inter va garder le contrôle du joueur. Alors, justement par rapport à ça, du côté de la tribune, Julien, qui est notre spécialiste en comptabilité, vous le savez, vous propose alors on appelle ça un thread, je crois, moi j'appelle ça un tweet, tout simplement. Voilà. Pourquoi, en fait, ce deal est gagnant pour Olympique de Marseille? Il y a quelques tweets, voilà, je vous laisserai découvrir ça sur le compte Twitter. Pourquoi c'est un tweet qui est plutôt intéressant finalement pour Olympique de Marseille? Déjà sportivement, parce que c'est un jeune joueur
plein de potentiel, plein de talent, et qui peut rester une année, mais qui peut potentiellement rester 2 ans, qui peut rester 3 ans. Voilà, on vous l'explique dans ce tweet. On en reparlera demain, puisque demain, on sera en live demain soir pour reprendre les lives du côté avec la tribune OM. Donc, on reparlera évidemment du deal Carboni, mais c'est un deal qui, financièrement, même si la clause de rachat est proche de l'option d'achat de l'Olympique de Marseille, c'est un dossier qui, financièrement, peut être très intéressant. Et puis surtout, à l'instant T, c'est un dossier où l'OM prend finalement très peu de risques, puisque c'est un prêt pour le moment de 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, ça dépend des chiffres, et que l'option d'achat, surtout, n'est pas automatique. Donc, aujourd'hui, la prise de risque est vraiment minime. Et c'est vrai que, d'un point de vue financier, je parle évidemment, d'un point de vue sportif, c'est un joueur évidemment qu'on va façonner, donc c'est autre chose. Mais c'est pour un peu contrebalancer aussi toutes les réactions négatives que j'ai pu voir par rapport à ce dossier, que je ne comprends pas, et on aura le temps d'en reparler demain évidemment. Je vais finir avec quand même la piste Cornelius. C'est une piste, alors j'avais pas eu le temps d'en parler, mais qui a été sortie par Fabrice Hawkins de RMC le 26 juillet, hein, donc ça remonte maintenant à 5 jours, donc avec comme quoi il y aurait un accord proche avec Malmö pour le défenseur central suédois, non canadien pardon, mais qui joue à Malmö défenseur central suédois, oh non, canadien, mais qui joue à Malmö en Suède. Je vais m'en sortir. Transfert aux alentours de 3,5 millions d'euros. C'est surtout le compte Nordisk Suède qui relaie la Provence qui nous dit qu'il y aurait un accord proche, même un accord de principe pour Cornelius aux alentours de 4 millions d'euros. C'est un joueur pour lequel, si jamais il doit venir, je vous ferai une vidéo, notamment avec quelqu'un qui le connaît bien. Voilà, pour parler de lui, parce que c'est un profil un peu atypique, à voir s'il peut convenir. C'est un profil assez étonnant, voilà, pour vous spoiler un peu la chose. C'est assez étonnant qu'on se positionne sur lui. C'est vraiment un 4e défenseur. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler si jamais évidemment ça se conclut, mais de ce que l'on me dit, c'est que ça devrait se faire. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit aussi, donc ça devrait se faire. Donc je pense qu'on va très prochainement en reparler. Juste avant de commencer l'enregistrement, il y a Mathieu Grégoire, de journaliste de l'équipe, qui nous a indiqué que l'OM a travaillé sur Andreas Pereira, le milieu offensif de Fulham et international brésilien, âgé de 28 ans. C'était un profil apprécié par Roberto De Zerbi, mais les demandes de Fulham, un transfert sec onéreux, ont refroidi d'entrée ce dossier qui semble mort-né. Surtout, c'est un poste de numéro 10, hein, Pereira. C'est aujourd'hui la piste numéro 1, c'était Carboni. Donc, effectivement, c'est plus trop d'actualité. Donc, voilà. Et la dernière info qui est sortie, c'est celle menant... Alors, c'est Florent Plettenberg, pardon, qui travaille à Sky, qui travaille à Sky du côté de l'Allemagne, qui nous dit que l'OM a entamé des discussions avec le gardien de but du Werder de Brême, Michael Zetterer. Roberto De Zerbi serait enchanté à l'idée de le faire venir à Marseille. Alors, qui est ce Michael Zetterer? C'est effectivement un gardien de but qui joue du côté du Werder de Brême. Je vais tout de suite vous montrer sa petite fiche Transfermarkt pour qu'on puisse avoir une petite idée du joueur. Il est coté seulement à 3 millions d'euros. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si jamais on est obligé de garder Paul Lopez parce qu'on n'a pas de solution pour le faire partir, c'est un gardien aujourd'hui qui peut venir, qui ne serait pas un investissement non plus de fou malade, et qui nous permettrait d'avoir un autre gardien titulaire à faible coût. Alors, ça sent clairement la piste au rabais, mais c'est une possibilité. Il est titulaire, enfin il a été titulaire, oui, il a été titulaire du côté du Werder de Brême à partir de la fin de l'année 2023. Il n'a plus quitté sa place de titulaire, il était sur le banc avant en Bundesliga. Alors pour tout vous dire, je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas regardé si le gardien potentiellement s'était blessé, le gardien titulaire, et vous me direz
en commentaire si c'est le cas. Voilà, c'est un gardien qui a un parcours assez, comment dire, assez basique, hein. Il était du côté de Werder de Brême. Il a toujours été du côté de Werder de Brême en fait. Il avait été prêté en Autriche, du côté aussi des Pays-Bas. Et là, voilà, il est gardien au Werder de Brême. Bon, c'est un gardien qui a quand même déjà 29 ans. Alors bon, après pour un gardien, c'est pas très embêtant, mais malgré tout, il a quand même 29 ans. Et puis, du coup, quand même, je voulais vous montrer aussi le petit rapport. Donc, il a quand même joué 2430 minutes, donc c'est intéressant. C'est quand même assez c'est suffisant pour faire des comparaisons. Donc, par rapport à tous les gardiens de Bundesliga de la saison dernière. Et on voit quand même que les stats sont plutôt pas mal, finalement. Les stats sont plutôt pas mal. Il a un pourcentage d'arrêt quand même à 85%. Alors, les pénaltys, c'est pas trop son truc, malheureusement. Après, son jeu au pied, on voit que la longueur des passes, notamment, on sait que De Zerbi préfère quand même le jeu court. Donc, voilà. À voir un petit peu son jeu au pied. Après, là où je pense il y a quelque chose qui intéresse énormément Roberto De Zerbi, c'est ici. C'est le pourcentage de passes réussies. On est quand même dans le top 6% des gardiens de Bundesliga. Donc c'est peut-être sans doute pour ça que Zetterer est un gardien qui plaît. Voilà. Alors, moi, par rapport à lui, j'ai essayé de me renseigner. Très compliqué, hein, parce que vraiment, l'info est sortie juste avant 21h. On me dit que c'est vraiment un bout de dossier. Voilà, on n'est pas encore au stade, on va dire, du dossier clair et net. Mais bon, après, ça va très très vite en fait, hein, avec le mercato olympique de Marseille. Il faut toujours se dire une chose, c'est que l'OM a pour chaque poste à peu près 10 pistes, ouais, minimum 10 pistes, et qui peuvent, voilà, qui peuvent accélérer à n'importe quel moment. Donc une piste qui peut être potentiellement au fond du panier peut d'un seul coup arriver en haut, puisque pour une raison ou pour une autre, c'est la méthode Longoria. Benatia fonctionne aussi beaucoup comme ça. On se rend compte qu'aussi du côté des Arbis, c'est plutôt aussi le cas. Donc c'est très très compliqué, hein, aujourd'hui de vous dire véritablement, voilà, les mecs qui vous disent ça va être plus à 100%, c'est un peu la pièce en l'air, hein. C'est un peu la pièce en l'air. Autant à la limite pour les joueurs qui sont encore au club pour les départs, c'est un peu plus visible, il y a un peu plus de visibilité et plus de moyens de savoir les choses. Autant pour les recrues, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Maintenant, il y a quand même des grosses tendances. Pour le gardien de but, c'est vrai que je pense qu'on va se diriger vers ce type de gardien-là, c'est-à-dire un peu une piste au rabais, parce que Paul Lopez, pour le faire sortir, eh ben, ça va pas être simple. Voilà. Je vais pas vous mentir, ça va vraiment pas être simple pour le sortir. Donc voilà. Et ensuite, l'attaquant Nketiah, on est quand même bien parti. Le poste d'ailier gauche, on parlait beaucoup de la piste Wang. Il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est très compliqué de savoir. Donc on verra bien. Et puis voilà pour les autres pistes. Je vais faire un dernier passage du côté de Twitter pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. On nous dit rien de spécial, si ce n'est que on gagne des médailles aux Jeux Olympiques et c'est très bien. Mais sinon, on n'a rien de spécial par rapport à ce que j'ai regardé tout à l'heure. Voilà, je vais juste regarder. On a Antoine Griezmann qui kiffe ses vacances. Et lui, il est du côté de Paris. Il regarde les Jeux Olympiques. Il y va directement. Pourquoi pas, voilà. Donc voilà, non, il n'y a rien de spécial, voilà. Et je vous mets ici, notamment, la dernière news donc, qui est tombée, c'est-à-dire l'intérêt donc, de l'OM pour Michael Zetterer. Voilà, j'ai fait le tour pour ce soir. Je vous dis surtout à demain soir, parce que demain soir, on est en live, le retour du live avec Julien, on va reparler évidemment de toutes les rumeurs. On va essayer de traiter ça plus dans des sujets de fond. Et puis, surtout, voilà, restez connectés notamment sur YouTube. Je l'ai déjà indiqué sur Twitter. Au niveau des infos mercato, maintenant, ce sera beaucoup plus sur YouTube. Exclusivité YouTube. Même si, alors, je déteste le mot exclusivité, mais voilà, vous m'avez compris.
Sans doute, je ferai des formats beaucoup plus courts. Là, c'est vrai que j'ai fait un gros format pour prendre toutes les infos. Mais dès qu'une info va tomber, maintenant, j'essaierai de faire des formats très très courts pour vous présenter les joueurs, pour vous parler des joueurs. Donc voilà, on sera réactif sur ce mois d'août. Voilà, en tout cas, je vous dis bonne soirée. Allez regarder Léon Marchand gagner une nouvelle médaille d'or du côté des Jeux Olympiques. Et puis, je vous dis à demain soir, évidemment, 21h15 pour la tribune OM. Allez, ciao tout le monde.